Et plusieurs mots qui me semblent cruciaux ont été prononcés. Donc le mot de complexité, complexité de la structuration de l'espace politique et culturel impérial, avec l'impossibilité de résumer les rapports et les tensions au sein de cet espace à une stricte et seule verticalité. Il n'y a pas que la verticalité, il y a aussi des sortes de diagonales qui sont tracées ou entre et aussi des tensions au niveau horizontal qui sont souvent instrumentalisées par le centre, mais pas uniquement. Vous avez aussi évoqué ces superpositions de vulnérabilité, et là, ça fait penser à ce qui a été esquissé tout à l'heure par Alexandra Polivanova, qui a appelé peut-être à une intersectionnalité. Donc, on peut, avec cet exemple d'une vulnérabilité particulière des écrivains yiddishophones au sein des élites intellectuelles et culturelles moldaves. Et puis, on a vu aussi, bien sûr, la centralité de la langue comme enjeu, la langue comme outil, mais aussi un enjeu et objet d'instrumentalisation multiple, que ce soit par les élites républicaines, mais aussi par Moscou. Et puis, et puis maintenant, c'est la parole est à Olène qui parlera, je pense, qui évoquera tous ces différents sujets qui ont déjà émergé dans les deux interventions précédentes. Thank you. Thank you for your Merci, merci beaucoup pour votre très aimable invitation. Merci beaucoup pour Mémorial France. Caucasian, East European and Asian Research, Campus Condorcet and University of Sorbonne. Merci beaucoup également à l'Université de la Sorbonne, entre autres institutions. Thank you today. Mes remerciements vont plus particulièrement vers l'armée ukrainienne. Je voudrais également dire un grand merci parce que c'est grâce à eux que je suis vivante. Je voudrais également les remercier pour avoir sauvé la vie de mes enfants, également pour la sécurité qui nous est apportée par l'Europe. Il n'y a pas de tanks russes aux alentours de Kiev, par exemple. Il n'y en a pas aux frontières de la France et de l'Allemagne. Je voudrais dire plus personnellement au fils de Roman Podkor, qui est sur le front. Un merci personnel également à Constantin, qui est dans la brigade internationale. Merci beaucoup d'avoir sauvé ma vie. Bon, la méthodologie du pointillisme, ça existe. Ce n'est pas une méthodologie parfaite, mais je vais l'utiliser. Donc, on va aller point par point. Nationalisme dans la propagande soviétique, résistance et point de mémoire, la géographie de la résistance après la chute de l'Union soviétique et puis la résistance dans les territoires occupés. Donc la période après la Deuxième Guerre mondiale, c'était la période où tout le monde a refroidi un peu aux idées nationales parce que l'idéologie de nationalisme était liée au nazisme et au colonialisme. Le début du XXIe siècle, on continue les mêmes traditions. Le discours de Kremlin sur la lutte contre le nationalisme ukrainien a toujours été axé sur l'établissement d'un lien entre le nationalisme ukrainien et le nazisme et le capitalisme. Le bon ukrainien, c'était toujours un homme soviétique. Et la propagande dans la presse, dans les médias,
dans les films, dans la littérature, la distinction entre le nationalisme bourgeois ukrainien et le nazisme était très floue. Et dans la conscience des gens, les Ukrainiens, les nationalistes étaient les mêmes choses que les nazistes. Et cette pratique a été poursuivie après la chute de l'URSS. Le nationalisme ukrainien a été interprété comme du nazisme. Être ukrainien, ça voulait dire être nationaliste. Être nationaliste, ça voulait dire être un nazi. C'était la propagande soviétique et russe qui a eu un certain succès. La même logique a été utilisée par le Kremlin pour discréditer le sionisme en tant qu'idée, un mouvement politique et pratique. Le sionisme en Union soviétique, c'était la forme de nationalisme extrême, le chauvinisme, le racisme de la bourgeoisie juive. Les sionistes, donc, étaient présentés comme les nazis. Et Moscou continue à promouvoir l'idée que nationalisme, c'est le nazisme pour l'Occident. Et nationalisme, c'est la même chose que le sionisme. C'est l'idée qu'ils vont promouvoir à l'intérieur. Zelensky, pour eux, est un juif et un banderiste à la fois. Dans le monde réel, les nationalistes bourgeois ukrainiens, ce sont des poètes, des écrivains, des ingénieurs, des médecins. Et les sionistes, eux aussi, ce sont des écrivains, des enseignants, des économistes. Et leurs chemins se croisaient pendant les manifestations de protestation et dans les camps de l'Union soviétique. Et depuis, ils ont commencé à travailler ensemble, à collaborer. Yosef Zissis, un des leaders des protestes en Ukraine, dit que il a été formé comme un nationalisme sous l'influence juive. Donc la nation ukrainienne a été créée sous cette pression totalitaire. Le KGB était chargé d'identifier et de punir les nationalistes bourgeois ukrainiens et pour le faire, on utilisait un large éventail d'institutions éducatives, culturelles, scientifiques, syndicats, d'organisations, de consommants, etc., etc. À la fin de l'ère soviétique, la résistance s'était principalement axée sur l'éducation et la culture et les droits de l'homme et ne touchait qu'un petit nombre de personnes. Pourtant, il y avait d'autres formes de protestation, les protestes quotidiens. Mike Billig, un sociologue américain, l'a appelé un nationalisme banal. Ça veut dire cultiver les traditions, les crèches de Noël, les chants, les cuisines nationales, les plats nationaux, les fêtes, les blagues sur les moscovites et les banderistes. Et même dans les régions russophones, on supportait toujours des banderistes. Les chansons, la mémoire familiale, la transmission des symboles familiaux, la célébration de l'anniversaire du célèbre poète Taras Shevchenko. Et dans cette résistance quotidienne, il y avait toujours des lieux, des dates de solidarité, pas avec une idée politique, mais avec les idées nationales. Le 9 mars, c'était un jour férié parce que c'était l'anniversaire de Shevchenko, etc., etc. Mon troisième point, la géographie de la dissidence et de la résistance quotidienne. Ici, je vais parler de ma région, de la région de Donetsk et de Luhansk. La propagande de Kremlin a utilisé ma région comme une sorte de vitrine, comme un modèle. Donc, ces régions, la région de Donbass, région de la littérature de prolétariat, d'un travail hardi, où plus de 100 nationalités ont choisi la langue russe comme une langue commune. Et le mythe du Donbass a touché toute couche de la population, les villages, les villes, les femmes, les intellectuels.
pour la propagande soviétique. Tous les peuples qui ont longtemps habité le territoire ont été unifiés par la langue russe. Les Grecs, les Bulgares, les Allemands, les Polonais et même les Coréens. Le Donbass, c'était un mythe. Et l'accent était porté sur la loyauté des habitants de cette région, sur l'absence de toute mémoire de l'Ukraine. Ce mythe s'est avéré très résistant pour le public national et pour le public étranger. Donc tout le monde a cru que Donbass n'est pas l'Ukraine, que c'est une région différente. Pourtant, à Donetsk et à Luhansk, il y a eu pas mal de dissidents. Parfois, il y a eu même plus de dissidents que dans d'autres régions de l'Ukraine. Vassil Stous, notre grand poète, Ivan Dzuba, philosophe, Oleg Satiki, enseignant, Vassil Holoborodko, poète, Nicolas Rudenko, fondateur de l'Union ukrainienne d'Helsinki, Nadia Ivansvichny, Anatoly Lupinis, etc. Je ne vais pas continuer la liste. Et les dissidents n'apparaissent pas seuls. Cela signifie qu'il y avait un entourage approprié. Vassil Stous a trouvé un tel entourage, environnement à l'université de Donetsk. Timothy Dukovny, un professeur de littérature étrangère, a été passionné par la culture ukrainienne, par la résistance fusillée. Et il a créé cet environnement, ces conditions pour Vassil Stous. Et à Donetsk, Stous prépare un premier recueil de ses poèmes et le fait publier. Il faut aussi souligner que, à côté de Stous, il y a eu beaucoup de poètes ukrainiens et russes, des poètes russes qui ont choisi l'Ukraine comme leur patrie. Oleg Orach, Anatoly Lazarenko, Volodymyr Mishchenko, Vassil Zakharchenko, vous ne connaissez pas ces noms, mais je vais les prononcer quand même parce que ces gens ont toujours resté des amis de Stous. Nicolas Ragelski, un Polonais, et Ivan Princevski, un juif, ont été de ses meilleurs amis. Eux aussi, ils ont choisi l'Ukraine comme leur patrie. Le premier a été exclu de l'université pour ses penchants nationalistes. Et bien, il était polonais. Le deuxième, il a été poussé au suicide par l'attention constante que KGB lui portait. Donc, Donetsk, c'était toujours une région assez nationaliste. On portait des vêtements nationaux, on suivait les traditions. La résistance anonyme, les tracts, les inscriptions sur les murs. Dans les années 70, à la filiale de l'Université polytechnique de Donetsk, on a écrit gloire à la Rada centrale. La Rada centrale, c'était le parlement de la République indépendante de l'Ukraine, occupée par les bolcheviks. En 1986, dans le petit village de Biletske, on a distribué les tracts appelant à expulser les envahisseurs moscovites. Les manifestations d'abord ont été purement économiques et puis les manifestants ont exigé la restauration de l'indépendance de l'Ukraine. Cependant, le mythe de Donbass a été Moscou gardé par Moscou et Moscou l'a instrumentalisé lors de son attaque en 2014. Et mon quatrième point, la résistance dans les territoires occupés. Ça a commencé en 2014 dans les oblasts de Donetsk et de Luhansk pendant la première étape de la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Cette répression existe toujours. Sont des luttes clandestines, des sabotages, etc., etc. Et les répressions ont été menées selon les pratiques de l'Union soviétique et de l'Empire russe. Les arrestations, les meurtres de militants qui luttaient pour les Ukraines. Dmitro Tcherniavski, tué sur la place centrale de Donetsk. Volodymyr Rybak, voilà, c'est la photo de son corps. Il a été torturé près de Orlivka, établissement de liste d'amis de la République de Donetsk, pour dénigrer ses leaders et leurs familles. Destruction d'écoles, fermeture des journaux ukrainiens.
et des purges des bibliothèques pour en retirer les livres en ukrainien, pour dresser des listes de la littérature interdite. Voilà, une liste réelle. Mes 2 livres y figurent, je les ai soulignés, j'en suis très fier. L'histoire de l'Ukraine n'est plus enseignée dans les écoles et les universitaires. Les patriotes ukrainiens qui sont restés là-bas sont arrêtés, torturés. Un camp de concentration pour les isoler a été créé. Des procès sur les patriotes ukrainiens, comme il y a un mois où on a jugé les prisonniers de guerre ukrainiens. Et cette résistance à l'agression a commencé en mars 2014. Cette résistance était publique et était massive. Maintenant, tout le monde a choisi la langue ukrainienne. Avant, ce mouvement de protestation a commencé, elle était russophone. Les manifestations de masse ont eu lieu le 4 et le 5 mars, le 17 et le 28 avril 2014. La publication d'un journal Govorit Donetsk, c'est Donetsk qui parle, tiré à 100 000 exemplaires, des appels au référendum pour joindre notre région à la région de Dnipro ou à la Grande-Bretagne, parce que la ville de Donetsk a été fondée par John Hughes, un ingénieur britannique venu du Pays de Galles. Donc, on a aussi fait des appels pour organiser un référendum à Donetsk, de la ville de Luhansk. La ville de Luhansk a été fondée par un ingénieur écossais. Donc, ils ont proposé d'organiser un référendum pour réunir la région de Luhansk à l'Écosse. Support de l'armée ukrainienne, achat de voitures, désarmement, etc., etc. Collecte de l'argent pour aider l'armée et beaucoup d'autres actions. Cette résistance quotidienne inclut les mêmes stratégies qui ont déjà été maîtrisées pendant l'ère soviétique. Apprendre la langue ukrainienne. Avant la dernière guerre, il y avait déjà pas mal de parents qui voulaient absolument enseigner à leurs enfants la langue ukrainienne. Lire des livres ukrainiens, écouter de la musique ukrainienne, célébrer les fêtes religieuses ukrainiennes en suivant le calendrier de l'Église orthodoxe ukrainienne, célébrer le Nouvel An à l'heure ukrainienne, célébrer les fêtes nationales ukrainiennes, préservation des vêtements nationaux, des vêtements brodés. Après la dernière invasion, de plus en plus de gens ont adopté la langue ukrainienne dans les communications quotidiennes. La langue ukrainienne a acquis une nouvelle signification symbolique. Ce n'est pas seulement une langue d'État, c'est un symbole de liberté, de vérité et de sécurité. Et je suis sûr que les habitants de Donetsk, de Luhansk, attendront l'armée ukrainienne. Donetsk, Luhansk et la Crimée, c'est l'Ukraine, ça restera toujours l'Ukraine. La résistance en témoigne et j'aimerais bien vous revoir à Donetsk quand il sera de nouveau en Ukraine. Merci beaucoup, Léna, pour votre prise de parole qui est à la fois un témoignage extrêmement fort et émouvant, mais qui s'appuie aussi sur vos recherches très importantes que vous êtes en train de mener